Le Liban qui se trouve au cœur d'un bras de fer entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump. Rebonjour Laura Pouget, vous êtes de retour avec nous parce que vous avez des informations sur les coulisses de la relation Trump-Netanyahou. Selon le New York Times, Benyamin Netanyahou n'a pas été tenu informé de cette annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu. Alors selon le Wall Street Journal, ça c'est l'info de dernière minute, selon le Wall Street Journal, en effet, l'accord de cessez-le-feu, disons qu'il n'a pas été dans les négociations, il a juste été tenu au courant par un appel du président Trump, tenu au courant que ce cessez-le-feu allait être mis en place, mais il n'a pas vraiment été informé. Et d'ailleurs, il ne faisait pas partie des négociations, il n'était pas vraiment d'accord avec les termes de cet accord. En revanche, et ça, c'est une analyse et un récit qu'a fait le New York Times cette semaine, il était à la manœuvre sur les coulisses de la guerre et sur le déclenchement de la guerre. Pas informé sur la fin, mais complètement à la manœuvre sur le déclenchement de la guerre. Et ça, c'est le récit du New York Times. Et l'équipe de Trump ? Alors ça, le récit du New York Times, en fait, nous raconte que tout s'est joué le 11 février dernier. Le 11 février dernier, Benyamin Netanyahou est en visite à Washington et à la Maison-Blanche. J'ai cherché, il n'existe aucune trace d'une rencontre avec Donald Trump ce jour-là. Simplement quelques images de sa descente d'avion, regardez, et d'une réunion de travail qu'il a tenue un peu plus tard avec Marco Rubio, le secrétaire d'État. Pourtant, le Premier ministre israélien et le président américain ont bien passé du temps ensemble ce jour-là, et pas n'importe où, dans la Situation Room de la Maison-Blanche, la salle de crise de la Maison-Blanche. Le New York Times raconte que Donald Trump ne s'est pas assis à sa place habituelle ce 11 février, au bout de la grande table, non. Il s'est mis, regardez, face aux écrans géants fixés au mur. Et face à lui s'est installé Benyamin Netanyahou. Puis sur les écrans sont apparus, regardez, David Barnea, le directeur du Mossad, ainsi que plusieurs responsables militaires israéliens. Il donnait l'image d'un chef en temps de guerre, entouré de son équipe, écrit le New York Times. Bon, alors maintenant, vous pouvez nous parler de l'équipe de Donald Trump. Elle était aussi présente autour de la table, cette équipe, à l'exception de J.D. Vance, retenu en déplacement. Il y avait Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Marco Rubio, Pete Hegseth, le chef d'état-major des armées américaines, John Ratcliffe, le directeur de la CIA, et le duo de négociateurs habituel du président, Jared Kushner et Steve Witkoff. Mais ce jour-là, c'est Netanyahou qui parle. Et il présente à Trump la situation suivante. Le programme de missiles de l'Iran va pouvoir être anéanti en quelques semaines. Le régime sera tellement affaibli qu'il ne pourra bloquer le détroit d'Ormuz, ni menacer ses voisins, et il est mûr pour être renversé. Appuyé par une campagne de bombardement, l'opposition iranienne serait en mesure d'y parvenir. M. Netanyahou a fait sa présentation d'un ton monocorde et assuré, écrit le New York Times. Elle a visiblement trouvé un écho favorable auprès de la personne la plus importante de la salle, le président Trump. Ça me convient, aurait déclaré Donald Trump. C'est le fameux « sounds good », hein, Grégory, qu'on évoquait ensemble tout à l'heure. Alors, est-ce que les services américains ont fait une sorte de contre-enquête ? Bien sûr, comme il leur a été demandé, et ils ont fourni les résultats dès le lendemain, 12 février, à Donald Trump, toujours dans la Situation Room, mais cette fois sans Benyamin Netanyahou. Les responsables américains ont estimé que 2 des objectifs évoqués par Netanyahou étaient réalisables. L'élimination de l'ayatollah et celle des capacités militaires iraniennes. En revanche, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a eu un mot pour qualifier les scénarios de changement de régime. Un mot, écoutez bien, grotesque. C'est ce qu'il a dit. Bon. Allez-y, poursuivez. Alors, il n'a pas été le seul à mettre Donald Trump en garde, puisque Dan Kane, le chef d'état-major des armées américaines, l'a fait aussi. Dans les jours qui ont suivi, Dan Kane a alerté le président sur le fait qu'une intervention réduirait considérablement les stocks d'intercepteurs de missiles, déjà mal en point. Il lui a également parlé du détroit d'Ormuz et du risque de blocage, mais Donald Trump aurait écarté cette hypothèse, estimant que la guerre allait être rapide et que les Iraniens capituleraient avant d'en arriver là. Ce que le New York Times raconte, c'est que le général Kane s'est aussi obstiné à ne pas prendre position, c'est-à-dire à donner les risques, mais aussi les avantages, et à ne surtout pas défendre son point de vue personnel, même si selon les informations du grand quotidien américain, ce point de vue n'était pas du tout, mais alors pas du tout, favorable à la guerre. Bon, merci beaucoup Laura pour toutes ces informations. Priorité au terrain.